Ouais. On va démarrer. Bienvenue à cette deuxième masterclass du festival Format Court. Pour certains qui étaient là l'année passée, on avait ouvert ce concept qu'on aime bien avec Gaspard, de dialoguer avec les cinéastes. L'an passé, on avait accueilli Boris Mochkine. Cette année, on a le plaisir d'accueillir Karine Tardieu qui est à mes côtés. Merci. J'ai l'impression qu'ils ont vu l'attachement. C'est bien. Ouais. D'autres films aussi, on espère, parce qu'on va parler de filmographie, donc on va parler un petit peu de tout ton parcours. Bon, voilà, en arrivant, j'ai entendu quelqu'un qui disait bravo pour les Césars. Et je mentionne, l'attachement a reçu le César du meilleur film, de la meilleure adaptation et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Vima Laponce. On ne va pas parler que de l'attachement, je disais, parce que nous, on s'intéresse à format court aux cinéastes et on évoque les parcours, les filmographies, que ce soit sur notre magazine, mais aussi à travers ce genre de rencontres qui nous est importante. Le festival en est à sa 7e édition, il se termine demain. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si on peut être sur le développement de cette rencontre, de la soirée, l'idée c'est tout d'abord de vous projeter un court-métrage, le premier court-métrage de Karine que vous avez réalisé en 2003, Le décès des autres. Vous allez pouvoir le voir à la suite de cette petite introduction. Ensuite, évidemment, on va parler avec vous, comme Katia le disait, de votre parcours, de votre réalisation, de la question à la fois technique et en même temps des questions d'ensemble sur votre filmographie, sur vos réalisations. Et puis on vous passera la parole ensuite pour un échange si vous avez des questions sur l'attachement, sur votre film, sur l'ensemble. Voilà. Peut-être juste un mot effectivement sur ce film. Est-ce que tu as un souvenir autour de ce projet? Tu parles du court-métrage? Ouais, le premier court. J'ai un énorme souvenir. C'est qu'en fait, ce film a failli mettre fin à ma carrière. Aussitôt commencé, c'est parce qu'en fait, la réalité, c'est que la particularité de ce film, c'est que je l'ai écrit dans une impulsion. En fait, de toute façon, je ne parle que de moi à travers mes films, donc je vais forcément dévoiler quelques petites choses, mais ce court-métrage, je l'ai écrit, j'ai perdu ma mère quand j'avais 25 ans, et j'ai écrit, le film est fait d'une voix off, j'ai écrit cette voix en quelques heures, peut-être 3-4 heures, quelques semaines probablement, ou je ne sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois après la mort de ma mère. Et du coup, j'ai eu envie de le faire, au départ, c'était même pas un court-métrage, c'est un texte que j'ai jeté comme ça. Et puis, une copine que j'avais rencontrée en école de cinéma m'a dit « Mais moi, je vais monter une boîte de prod. Et puis, je trouve que ce texte, tu pourrais en faire un court-métrage. » J'ai dit « Ah bon, peut-être. » Donc, j'ai réfléchi. Et j'ai imaginé des images. Voilà. Et puis, on s'est dit « On va le faire, mais pour 3 francs 6 sous, vraiment à l'arrache. » Et donc, on a loué une caméra Super 8. J'ai trouvé un chef-op et tout ça. Enfin, on débutait tous. Et on a tourné le court-métrage à Paris, dans l'appartement de mon père. Enfin, vraiment, c'était avec les comédiens que vous allez voir, mais vraiment en bricolant. Et puis, on fait développer la pellicule, et puis on se projette les rushs, et tout était noir, il n'y avait rien. La caméra n'avait pas marché, il y avait un dysfonctionnement. Et donc, j'étais un peu au fond du trou. En me disant, bon, je vais m'arrêter là en fait, c'est trop dur, c'est trop d'énergie pour rien et tout ça. Et il se trouve que j'avais déposé un dossier d'aide au CNC, en étant persuadée que je n'aurais jamais d'aide, mais que quelques jours plus tard, après la collection de ces rushs, je reçois un coup de fil du CNC qui me dit « Vous avez été élu pour l'aide » qui était conséquente à l'époque, je ne me souviens plus du tout parce que c'était déjà en euros, mais je me souviens plus tout de la somme, mais ça représentait beaucoup d'argent pour un court-métrage. Et du coup, on est allé tourner ce court-métrage en Auvergne, dans des conditions vraiment confortables, on va dire. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce premier jet m'a servi même si j'en ai rien fait, parce que je n'ai pas pu monter ces premières rushs et tout ça, mais en tout cas, c'était comme si j'avais fait un brouillon. Et avec tout ce que je ne referais pas pareil, tout, voilà, donc ça m'a été hyper utile en fait. Se rater, c'est comme la première crêpe qu'on rate, et puis les autres après n'en sont que meilleurs.
Et voilà. Et donc, mais si j'avais pas eu cette aide du court-métrage, ce court-métrage n'aurait jamais vu le jour. Et il se trouve que quand même, j'en parlerai plus tard, mais mes courts-métrages ont énormément impacté dans la suite de ma carrière. Donc voilà. Comme quoi il faut faire des crêpes. Donc, on va décorer ces crêpes ensemble. Juste, petite info, donc le film date de 2003. La copie que vous allez voir n'est pas en super état. Je te l'avais dit déjà. C'est parti d'un DVD C'est parti d'un DVD qui a été transformé en DCP, mais voilà, vous excuserez la faute du temps. Mais on tenait quand même à vous le montrer. Mais vous avez failli voir un film en super 8 tout noir, donc c'est toujours... C'est déjà pas mal, il y a déjà plus mieux. Donc on va découvrir le film et on se retrouve après effectivement pour en parler. Voilà, merci, à tout à l'heure. Que tu fais, donc il y a celui que vous venez de voir qui s'appelle donc Les baisers des autres, qui date de 2003, et il y a aussi L'aîné de mes soucis. Je le dis aussi au passage, mais parce que parfois c'est pas facile de voir les courts-métrages, on va dire ça comme ça, et ces films sur cette page Vimeo. Je trouve ça très bien d'ailleurs le projet de partager les films, c'est comme ça aussi d'ailleurs que je les ai découverts. Malgré tout, comment est-ce que tu parlais de la manière dont le film, le premier a eu du mal à se faire. Qu'est-ce que tu as appris en fait sur ces deux courts-métrages, au-delà de ces difficultés techniques? Énormément de choses. J'ai découvert cette place de réalisatrice. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, je savais que je voulais être quelque chose dans ce monde-là, mais je ne rêvais pas à être réalisatrice, parce que ça me paraissait beaucoup trop grand pour moi. Il y avait une part de moi qui avait envie de raconter des histoires, mais je sais pas, je me disais peut-être que je serais une ingénieure du son, enfin, j'en avais aucune idée vraiment. Donc j'ai fait une école de cinéma, l'ESRA pour ne pas la citer, et j'ai eu l'occasion d'être réalisatrice d'un des courts-métrages d'école où je me suis dit tiens, c'est marrant d'être là. et puis voilà, en réalisant ce court-métrage, je sais pas, c'est difficile, est-ce qu'on prend vraiment conscience quand on fait que tout d'un coup c'est notre endroit? En tout cas, je m'y sentais bien. Voilà, cet endroit où d'être entouré d'une équipe, je me sentais relativement heureuse, même si en fait on n'est jamais complètement heureux quand on est sur un tournage parce qu'on est stressé, tendu et qu'il y a des enjeux, mais voilà, et puis c'était un peu la fleur au fusil, parce que encore une fois, comme je ne me projetais pas sur une carrière longue, mais j'ai appris probablement plein de trucs en fait, sans doute ce que j'ai peut-être le plus compris assez vite, c'était qu'il fallait une cohésion d'équipe pour qu'on réussisse pour réussir quelque chose. Voilà, que c'était pas un métier qu'on faisait tout seul dans son coin, et je crois que c'est ce qui m'a le plus plu. Moi qui étais assez solitaire, tout d'un coup de pouvoir exister avec, enfin de créer quelque chose avec les autres, et je trouvais ça assez formidable aussi. C'est quelque chose que tu as réussi à maintenir dans le passage au long métrage, qui est souvent vécu comme un vertige. On a plein de jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui évidemment participent au festival ou suivent le festival, qui font du cours et qui parfois préparent déjà leur premier nom. Comment cette transition s'est opérée pour toi jusqu'à la tête de maman, ton premier nom? Alors, donc chose inattendue, je fais ce court-métrage et il est sélectionné dans je ne sais plus combien de festivals, il gagne énormément de prix partout à l'international et tout ça. Grâce à ce cours, j'en fais un deuxième parce que je gagne un prix officiel de Trouville et que du coup, ce prix est conditionné au fait de faire un deuxième film à Trouville. Donc, ça m'inspire une autre idée, que je tourne au bord de la mer et tout ça. Et ce deuxième court-métrage, pareil, fait un carton. Donc, j'étais ce qu'on appelle à l'époque une star du cours, mais qui, en fait, sur le moment, on a l'impression d'être les rois du pétrole, quoi. Mais en fait, c'est pas parce qu'on fait des cours qui cartonnent qu'on va forcément passer au long un jour. Et je me suis fait tout un tas d'amis à l'époque, parce que ce qui est formidable dans les festivals de cours, c'est qu'on rencontre plein de gens et qui ne sont jamais passés au long. Alors qu'ils avaient autant de succès que moi à l'époque. Mais j'ai eu la chance, ces courts-métrages ont été vus. J'ai été envoyée par Unifrance à Yokohama, en l'occurrence, festival du film français au Japon.
Et on était quelques courts-métragistes. Et là-bas, il y avait un producteur, Christophe Rossignon, chez Nord-Ouest Productions, qui avait vraiment le vent en poupe en plus à l'époque. C'est des producteurs de Kassovitz et tout ça, qui a vu mes courts-métrages et qui les a adorés, qui a été bouleversé et qui m'a dit je veux produire ton premier long. Et moi je suis tombée de ma chaise. Alors déjà je n'avais même pas prévu, je pense, enfin, vraiment faire un long pour moi c'était, paraissait, je me disais peut-être 15 jours, mais finalement j'étais pas, je sais pas c'était pas un manque d'ambition, mais c'était en tout cas je me projetais pas à long terme, je crois, ou tout me paraissait trop grand. Donc j'avais une idée de moyen métrage, je me disais bon peut-être maintenant c'est de faire quelque chose d'un tout petit peu plus long. Et puis voilà. Et quand il m'a dit ça, j'avais un début d'idée d'histoire. Et puis il se trouve que j'avais rencontré Michel Leclerc, réalisateur qui lui-même faisait du court métrage à l'époque. Et je lui ai dit, on s'entendait extrêmement bien. Et moi je travaillais comme scénariste pour gagner ma vie. En fait, dans ma carrière avant, c'était d'être assistante réalisateur. J'ai commencé stagiaire, j'ai commencé à la régie, et ensuite je suis passée seconde assistante, mais je voulais pas passer première, ça m'embêtait. Et puis grâce à Michel, je suis devenue scénariste et pour des fictions, pour la télé. Et puis et donc quand Christophe Rossignon m'a dit je veux produire ton premier long, est-ce que tu as une idée? Donc j'avais une idée. Et j'en ai parlé à Michel, je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on écrive ensemble? Donc on est rentré à Paris, enfin je suis rentrée à Paris, on a écrit mon premier long métrage dans des conditions qui n'existent plus maintenant, c'est-à-dire que même aujourd'hui, avec César du meilleur film, et je prépare mon 6e film, j'ai moins d'argent et moins de temps de tournage que sur mon premier long métrage. Pour vous dire que l'époque a changé. Voilà. Donc voilà. Et lui, il était tellement puissant, si je puis dire, Christophe, à l'époque, qu'il a décroché son téléphone, il a demandé à Karine Viard de me rencontrer, elle a lu scénario, elle m'a rencontré, machin, et le film, il l'a financé en 2 secondes. Voilà. On va aborder les questions de thématiques, mais à un moment donné, tu as dit que justement, ce producteur avait été bouleversé en voyant tes courts-métrages, et malgré tout, enfin, déjà, je pense qu'on le sent à travers ce premier cours, et je vous invite vraiment à voir le deuxième aussi en ligne. Il y a déjà un intérêt évident pour le tragicomique, en fait, et aussi un gros travail d'écriture. Est-ce qu'on peut en parler? Alors là, le gros travail d'écriture, il a duré 7 heures, je pense. Donc l'écriture cinématographique a pris plus de temps après. La réflexion de qu'est-ce que je vais faire avec ce texte. Mais j'ai jamais écrit un truc aussi vite, et aujourd'hui c'est beaucoup plus... et puis l'écriture du long et l'écriture du court, c'est radicalement différent. Donc c'était quoi du coup précisément la question? La question c'est, déjà tu as évoqué des éléments autobiographiques, et puis si on voit La tête de maman, effectivement il y a aussi un lien très évident avec ton court-métrage. Il y a la question de la oui, le tragicomique et tout ça, ouais. Mais il y a toujours, en fait, si tu veux, moi ce qui me frappe, et je pense qu'on te l'a déjà dit, c'est cette sorte d'aller-retour, si tu veux, entre des situations quand même très tristes et beaucoup d'autodérision. Oui, je pense que c'est une forme de... moi, j'étais élevée au cinéma populaire. Hein. J'ai grandi... mes premières amours, ça a été Spielberg, c'était Pierre Richard, et Claude Sautet est venu beaucoup plus tard. Voilà. Mais donc pour moi, le cinéma populaire, dans le bon sens du terme, hein, c'est un cinéma qui permet qui permet d'emmener les spectateurs avec soi, mais tout en les prenant pas pour des cons. Enfin voilà. Mais je me rends compte après à quel point ces nourritures m'ont inspiré. Mais sur le moment, quand j'écris ce film, je pense que il y a une ironie sombre quand même. Il est très sombre. Hein. Je revoyais un peu, je me dis waouh, parce qu'il y a de la drôlerie, mais c'est quand même très sombre. Ça doit être une forme de pudeur, mais j'ai l'impression que même dans l'écriture de ce film-là, il y a une forme de colère. Enfin, il est vraiment jeté, quoi. Il n'y a pas de c'est pas un film réfléchi. C'est comme si tout d'un coup la mort de ma mère avait provoqué un retour à l'adolescence, une période que j'ai super mal vécue, et voilà, donc avec des réminiscences comme ça. Mais voilà. Ensuite, déjà même mon deuxième court-métrage, il y avait quelque chose d'un tout petit peu, une réflexion, et puis un peu plus, et je me souviens de m'être inspirée très librement, parce que ça n'avait rien à voir, d'une nouvelle d'une page que j'avais lue d'un auteur qui s'appelle Brady Eudol. Et
voilà. Et ensuite, et après, parce que maintenant que j'ai un tout petit peu de recul sur ce que je fais, je vois que j'étais plus dans l'écriture de soit La tête de maman ou Du vent dans mes mollets, dans la péripétie, dans la comédie. Enfin, j'essayais d'être dans la comédie avec un fond, en étant le plus sincère possible sur le fond, donc en gardant... Il y a toujours du drame au départ, de toute façon il y a la mort, elle est déjà présente là, elle est présente dans mon deuxième court-métrage, c'est la base, c'est une bonne base. La mort, et puis d'aller toujours du côté de la vie, d'essayer de tirer, de tirer les films malgré tout vers la lumière. Et ça, je pense que c'est constitutif. Et puis, mais quand même, aujourd'hui, plus ça va, moins mes films sont de l'ordre. Avant, on pouvait dire que j'étais vraiment du côté de la comédie dramatique. Enfin, voilà. Aujourd'hui, plus ça va, plus je tire vers le drame. Voire le mélodrame, parce que les Jeunes Amants est vraiment un mélodrame, alors mon prochain, je ne vous raconte même pas. Mais avec tout, en essayant qu'il y ait toujours des soupapes, quoi. Mais c'est même pas, en fait, c'est même pas volontaire. Je me dis pas, il faut qu'on respire là. En fait, ça vient tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est même moi dans l'écriture où j'ai besoin mais après, je crois que c'est inhérent à la vie. C'est-à-dire que moi, je parlais de la mort de ma mère, j'y reviens, c'est pas un sujet quotidien, mais j'ai fait d'énormes crises de fou rire avec mon frère à l'époque, au moment des préparatifs de l'enterrement. Enfin, c'est comme quand on vous annonce une mauvaise nouvelle et qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un rictus. Il y a quelque chose, je pense, qui est de l'ordre de la survie. Ça, tu t'en sers en fait, au-delà du comique lui-même, justement, parfois pour ne pas peut-être plonger directement dans la tristesse, quelque chose que tu viens d'évoquer, c'est la pudeur, et qui permet aussi peut-être de ne pas jouer que sur la note dramatique, parce que souvent le drame est caché dans tes personnages, derrière un voile de pudeur ou un prétexte. Je pense au personnage de Fanny Ardant dans Les Jeunes Amants, c'est son âge, son prétexte, c'est ce qui lui permet d'avoir une certaine pudeur, de ne pas se laisser aller à ses émotions. Avec Valéria, dans l'attachement, ses convictions, ses principes. Tout ça retient leur émotion, donc en fait le drame est toujours là, mais évidemment il lutte pas seulement contre des tendances comiques parfois, il lutte aussi contre justement cet aspect de ton cinéma qui consiste à retenir, à tenir. Ben là, en l'occurrence, tu cites deux personnages de femmes qui s'empêchent, c'est-à-dire qu'on peur de leurs émotions, qu'on peur de se livrer, qu'on peur de vivre en fait, tout simplement, qu'on peur du bouleversement. Voilà, oui. Donc du coup, effectivement, quand on retient trop, il y a des moments où ça sort, il y a les pulsions se prennent le dessus. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur la façon dont, à chaque fois, alors peut-être pas à chaque fois, mais tu es amené à appréhender ces projets de films. Je trouve qu'on parle, ton cinéma est une histoire de filiation, évidemment. Ton cinéma a des leitmotifs sur la filiation, bien sûr, mais il y a aussi une filiation dans l'idée de transmission de projets qui te sont transmis, en fait. Je pense, par exemple, L'attachement, c'est une adaptation d'un livre que Fanny Ardant, il me semble, t'avait encouragé à relire, j'avais vu ça quelque part. Pour Les Jeunes Amants, c'est l'histoire de la mère de Sophie que tu as repris. Le premier, peut-être c'était le deuxième, c'est une adaptation d'une bande dessinée qu'on t'a donnée aussi. Là, tu parles d'une nouvelle qu'on t'a donnée aussi. Il y a toujours ce geste inaugural. Est-ce que c'est important pour toi que finalement le projet arrive de quelque part ? Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est bien d'avoir des amis libraires ou des amis insomniaques qui lisent la nuit, par exemple, parce qu'en fait, ils vous conseillent parfois des bons bouquins. Donc, cette nouvelle dont tu parles, c'était une amie qui était libraire qui m'en avait parlé, enfin du bouquin en l'occurrence, tu vois que des nouvelles, mais et la BD du vent dans mes mollets, je ne sais plus comment, je sais plus comment. Est-ce que c'est le producteur? Non, je sais plus. Je crois que c'est la même personne, je crois que c'est la même libraire qui me l'avait offert en l'occurrence. Et sur l'attachement, ça c'est sur l'attachement, c'est moi qui, en lisant le résumé du roman, ai eu envie de le lire.
mais je l'ai lu une première fois et j'étais très bouleversée par la première partie, mais tellement pas par la deuxième que je l'ai mis de côté. Effectivement, Fanny, en passant un jour à la maison, m'a dit « Ah, vous devriez lire ça, je pense que c'est pour vous. » Et je me suis dit « Tiens, c'est marrant, je vais le relire. » Voilà. Roman qui s'appelle L'intimité d'ailleurs. L'intimité, oui. Voilà, le prochain que je vais faire, qui est un roman américain, je l'ai... ah si, c'est mon ami insomniaque qui l'a conseillé. Voilà, oui, ce qui est sûr, c'est quand... Mais par contre, ce qui est récurrent, c'est qu'on me propose beaucoup de choses, que ce soit aujourd'hui les éditeurs ou même des auteurs et tout ça, et à chaque fois, en fait, quand ça, c'est marrant parce qu'en fait, je m'étais jamais fait poser cette question, mais quand ça passe par des amis, il y a quelque chose... Enfin, j'arrive à m'approprier ces objets. Et d'ailleurs, Au témoin d'un doute, c'est un film qui est inspiré de l'histoire d'un ami, une histoire personnelle il m'a raconté son histoire, et je me suis dit, ah, mais on pourrait en faire un film. Mais par contre, quand c'est trop pushy, quoi, en gros, quand on dit, ah, bah, vraiment, est-ce que vous pourriez réaliser ça, en fait, c'est le désir. Hein. C'est la porte entre Et justement, peut-être qu'en prenant comme cas de figure l'attachement, comment est-ce que tu arrives à faire sien un projet, à faire tien, en l'occurrence, un projet, notamment un roman dans le cas de l'attachement dont le titre a évolué, mais dont le personnage central s'est également déplacé. Est-ce que tu peux nous parler de peut-être ton processus d'écriture sur l'attachement, de faire du livre d'un autre que peut-être tu n'as même pas aimé, ton film? Tu as besoin de relire. Oui, j'ai besoin de relire. Donc, il y a quand même cette accroche au départ qui est la rencontre entre le personnage de Sandra et d'Alex, cet homme confronté à ce deuil, enfin à la mort de sa femme et qui se retrouve avec ses 2 enfants, et ces liens d'attachement qui se créent au début du bouquin étaient présents. Bon, elle est dans la salle, mais en l'occurrence, j'aurais jamais pu faire ce film si j'étais pas devenue maman. C'est vraiment mon premier film de mère. Je dirais que tous mes films d'avant étaient peut-être des films où j'étais plus une fille d'eux. Et donc ça a joué beaucoup. Et puis il y a l'idée de l'adoption, parce qu'en l'occurrence c'est aussi notre histoire. Et que l'attachement est un film autour de l'adoption au sens large. Donc voilà, c'est ce qui m'a accroché dans cette histoire. En l'occurrence aussi un mot qui m'a bouleversée, qui est dans le bouquin, qui est, je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand le petit garçon comprend donc c'est lui qui comprend que sa mère est morte, enfin qui le verbalise, puisque le père n'y arrive pas, enfin le beau-père n'y arrive pas, et il dit elle est morte déjà. Et j'ai trouvé ça, enfin je me souviens, ça m'avait fendu le cœur, quoi, vraiment, et j'ai trouvé ça d'une justesse infinie, c'est-à-dire le truc de dire les enfants savent, ils ont déjà entendu parler de la mort, ils savent, mais à cet âge-là, pour eux la mort elle est réversible, c'est pas quelque chose, déjà pour nous c'est compliqué, mais pour eux c'est quelque chose que... Et je trouvais, voilà, c'est des petites choses où tout d'un coup on se dit là mais c'est tellement grand, quoi, ce mot est tellement grand, tellement juste. Voilà, donc et d'autres choses dans le bouquin. Et ensuite, sur le processus, donc en le relisant, je me suis dit, ok, je veux bien faire une tentative d'adaptation, mais si l'autrice est d'accord, comme c'était une autrice vivante, c'était pas, voilà, je voulais pas le faire à son corps défendant, donc je voulais pas juste acheter les droits et la trahir. Donc je lui ai envoyé un mail en lui posant la question, en lui disant, voilà, je voudrais adapter votre livre, mais il n'y a qu'une partie qui m'intéresse. Et voilà. Et elle m'a dit ok, ça deviendra un autre objet, ça me va très bien. Et j'ai du début à la fin, parce qu'elle a lu une version de scénario, elle n'avait pas son mot à dire. De toute façon, à partir du moment où on avait acheté les droits, je pouvais faire n'importe quoi avec, mais par je sais pas, décence, enfin, je l'ai tenue au courant. Et aujourd'hui, elle a adoré le film, et elle ne s'est pas du tout sentie trahie en fait. Dans son roman, le personnage central, c'est plutôt Alex. Ouais, exactement. On perd Sandra au milieu du bouquin, vraiment. Parce qu'il décide, lui, de rencontrer une autre femme, mais de manière volontaire. Puis après, ça devient un livre sur... En fait, c'est pour ça que ça s'appelle L'intimité. C'est plus un livre sur les violences obstétricales, sur tout ce qui est lié à la maternité, sur ce que subissent les femmes autour de la maternité, et avec une histoire de GPA. Enfin, voilà, donc... qui était intéressant en soi, mais très théorique, et qui m'inspirait pas du tout. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur... effectivement, enfin, je réagis quand tu parles de ce déjà, on meurt déjà.
Je me pose juste une question, si je pense à tes films de manière globale, je pense beaucoup à cette question de lien. Si vous avez vu des films précédents de Karine, je vous invite à le faire, il y a toujours un moment où, on va dire, les personnages font un pas vers l'autre. C'est-à-dire que ça peut être une petite fille, ou plutôt une adolescente qui essaye de redonner le sourire à sa mère en retrouvant son amour de jeunesse. Ça peut être une petite fille aussi qui se fait une amie et qui meurt. Voilà, donc on disait la mort en fait, j'avais trouvé ça d'ailleurs assez troublant en fait, que tu parles de la mort chez les enfants dans un de tes films. Je me pose un peu la question de savoir comment toi à différentes périodes de ta vie, tu as autant travaillé sur la question du lien et comment tu observes finalement les gens, parce que je crois que ce qui nous touche dans tes films, c'est que en fait, ce sont des situations où on est spectateur et on a toujours envie d'une certaine manière d'être un peu auteur de ce qui se passe et de se dire qu'en fait, c'est possible d'aller les uns vers les autres, quoi, et que le lien nous transforme. Bon, je veux pas, il ne s'agit pas de... Parce que c'est compliqué, je ne vais pas parler trop de moi. Non, voilà, c'est avec une distance, bien sûr. Oui, en tout cas, je sais pas, ça vient... J'ai toujours été quelqu'un qui adorait observer les autres ou essayer de... Alors, je suis très fondue de psychanalyse, mais pas de manière théorique, vraiment de manière très pratique. C'est-à-dire que la psychanalyse a traversé ma vie. Maintenant, c'est terminé au sens où je suis plus sur un divan, mais ça a été très important pour moi et je sais pas, enfin, j'ai une grande curiosité, enfin, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est une manière pour moi qu'on m'en pose pas trop? Aussi, ça peut être une défense, hein. Mais qui dit les choses et qui n'ait pas peur, où j'ai appris, justement, grâce à l'analyse peut-être, mais à dire sans avoir peur de ne pas être aimé. C'est-à-dire ne pas avoir... Et pour moi, par exemple, une des définitions de l'amitié, c'est de pouvoir entendre ou dire à l'autre des choses qui peuvent le bousculer. Alors pas de manière jamais, enfin évidemment sans violence, et puis c'est des histoires de timing, donc on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, mais je trouve que de savoir, de réussir à se parler voilà, enfin, en plus c'est tellement plus à la mode, c'est tellement difficile aujourd'hui, parce que ça me paraît d'autant plus important aujourd'hui qu'on est dans un monde où les interactions se font beaucoup par message, par texto. Moi je résiste beaucoup à ça, hein, je suis une vieille dame. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il faut être dans un camp ou dans un autre, mais qu'il n'y a plus de nuances possibles, enfin voilà, tout ça. Et je me rends compte à quel point je m'accroche à ça viscéralement, se voir. Par exemple, moi je déteste le téléphone, je déteste, j'ai jamais de conversation au téléphone, enfin, si j'échange des messages, c'est pour dire on se voit quand. Et donc tout ça est quelque chose de fondamental pour moi dans ma vie quotidienne. Et par exemple, dans chacun de mes films, je dois aimer chacun de mes personnages et j'aime leurs contradictions. Et j'ai pas peur de les montrer cons parfois dans leurs réactions, mais je sais à quel point quand on est con, on se sait con aussi, et qu'on peut avoir une conscience de soi ou de sa bêtise ou de sa maladresse, et de revenir dessus, voilà. Et donc du coup ce dialogue c'est très présent dans l'attachement, ils se disent les choses parfois de manière très frontalement. C'est pas pour autant qu'il y a rupture définitive, et même dans la séparation de la fin entre Emilia et Alex à l'aéroport, ces deux personnes qui se séparent et qui se parlent de leur séparation et des raisons de leur séparation, et qui se séparent avec intelligence. Voilà. Et je pense qu'on peut tous l'être, si tant est déjà, peut-être de manière plus simple quand on est deux et pas 5 contre 5, enfin voilà, et tout d'un coup il n'y a pas une prise de parole
quand on n'est pas là pour montrer aux autres qu'on est capable de parler de quelque chose, ou quoi. Enfin, je crois beaucoup à l'intimité aussi. Bon, voilà, c'est tout ça, c'est des choses qui me constituent. Je suis loin d'être parfaite au quotidien, mais c'est ce vers quoi je tends. Voilà. On ressent même, parce que symboliquement, je ne sais pas si c'est conscient, mais au début du film, le personnage de Sandra, qui ne crée pas de lien avec les autres, justement fonctionne pendant 5 minutes énormément avec son téléphone, jusqu'à dire, je ne sais pas si vous avez le temps de me répondre entre deux contractions, quelque chose comme ça. Puis ensuite, on l'abandonne, en effet. Mais il y a quelque chose, peut-être qu'on peut souligner, c'est tu parles de l'amour que tu as pour les gens et pour les personnages. On ressent vraiment sur le traitement pas seulement sur l'attachement, dans l'ensemble de ta filmographie, sur le traitement de chaque personnage secondaire, où il y a une vraie tendresse qui est portée à chacun et une complexité. On n'a jamais vraiment un personnage secondaire qui sert à incarner ça, qui sert à... Même des personnages qu'on aimerait ne pas aimer ou rejeter. Je pense par exemple à Raphaël Quenard, où évidemment on a une empathie pour Pio Marmaille, donc on a envie que le lien perdure entre lui et Elliot. Et puis d'un coup, Raphaël arrive, on a envie de le rejeter, et tu nous apprends à l'aimer au fur et à mesure. Tu as ce traitement-là sur tous tes personnages secondaires. Je trouve ça assez bah oui, parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas de personnage secondaire, ça n'existe pas. Tout le monde est le personnage principal de sa propre vie. Donc, mais ça, encore une fois, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je me suis pas dit je vais faire attention à tous les personnages secondaires. Je sais pas, c'est venu naturellement. J'ai toujours, peut-être ça vient, je sais pas exactement d'où ça vient, mais quand j'ai fait, à l'époque où j'étais encore à l'école de cinéma de ça, j'ai pris des cours de théâtre. J'étais nulle, hein, pas du tout pour devenir actrice et tout ça, mais juste pour voir ce que c'était aussi que d'être à cette place-là, ça m'intéressait. Et du coup, c'est pour ça que je suis très attentive aux acteurs aujourd'hui, c'est parce que je sais à quel point c'est terrible, cette place. Enfin, elle est vraiment, elle est difficile, quoi. Et je ne sais plus où je voulais en venir. mais en tout cas, non, je ne sais plus ce que je disais. On parlait du personnage secondaire. Oui, du personnage secondaire. Oui, c'est là, c'est-à-dire que de nourrir, en fait, c'est peut-être venu du fait que je ne pouvais pas demander à un acteur de venir jouer un personnage qui n'existe qu'à moitié. Je n'aurais pas su quoi lui dire, en fait. C'est-à-dire que d'arriver sur un plateau et de lui faire jouer une scène parce qu'en fait quand j'écris je fais des fiches de personnages et je fais des fiches où je raconte toute l'histoire des personnages depuis quasi, enfin pas de date de naissance mais presque jusqu'à là où ils en sont et ce par quoi ils sont passés, etc. Et donc c'est des choses, parfois les acteurs en sont friands, parfois pas du tout, mais moi ça m'aide à les faire réagir dans la scène, dans chacune des scènes, dans les interactions avec les personnages, avec les personnages dits principaux. Justement, si on peut peut-être commencer à parler de ton travail avec les acteurs et les actrices en général, je crois que tu insistes souvent sur comme tu choisis parfois des acteurs, je pense à Valéria tu choisis souvent tes acteurs à contre-emploi, peut-être. Il y a en effet un lien de confiance que tu dois instaurer pour réussir à avoir ce que tu veux. Sûrement avec Fanny Ardant également, peut-être que je crois avoir vu que tu disais quelque chose comme les 10 premiers jours ont été difficiles, puis une fois qu'elle m'a fait confiance, elle a tout donné. Je pense que l'intérêt que tu portes à tes personnages secondaires, justement, en tout cas secondaires à tous tes personnages, fait aussi que tes acteurs ressentent que tu leur donnes de l'importance à travers leur personnage parce que tu y crois. Est-ce que tu peux parler peut-être de tes méthodes dans ça et peut-être même directement sur le plateau pour créer du dialogue avec un acteur ou une actrice pour restituer ce lien de confiance et comment ça s'est passé peut-être avec tes acteurs sur l'attachement? Alors, vous avez 5 heures. Oui. Donc, bon, déjà, il n'y a pas une méthode, puisque chaque acteur me pousse dans mes retranchements, m'emmène ailleurs, et tout ça, je suis obligée de m'adapter en permanence. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'en amont, il y a un scénario qui est très écrit, et que j'ai une tendance à vouloir pas sortir de mes lignes. Donc, en général, les acteurs le comprennent très vite. De jouer le texte. Voilà. Et alors, ça ne veut pas dire, s'il y a une phrase qui ne passe pas,
évidemment, on peut changer l'ordre des mots, on peut, je suis capable de m'adapter, mais gros, il n'y a pas d'impro. Ou quand je leur laisse un tout petit peu, en général, les couper au montage, que c'est rare que ce soit, ça fonctionne, enfin, je sais pas, dans le rythme même, enfin, c'est aussi... et voilà, donc... et puis comme je suis un peu contrôle fric, comme on pourrait dire, non seulement tout est préparé, donc les dialogues sont très, très écrits, mais la mise en scène est très préparée. Moi, ça fait par exemple, là, je suis en préparation d'un film que je vais commencer le 1er juin. Mon scénario qui est en perpétuel, que je continue de réécrire en permanence, hein, en ce moment en préparation, parce qu'il y a toujours, jusqu'au 1er jour du tournage, je peux toujours modifier des choses, mais je travaille sur ce qu'on appelle un notebook, mais c'est un découpage, enfin un truc que je fais aussi, un peu une partie toute seule, une partie avec mon équipe depuis le mois d'août. Voilà. Mais mon équipe va partir avec un document de 600 pages de photos, voilà, mais où sur chaque scène, il y a de quoi se nourrir. Mais l'idée, c'est pas de l'apprendre par cœur, c'est de picorer dans toutes ces notes. Il y a des couleurs pour les costumes, des couleurs pour... Enfin, bref. Et donc, quand on arrive sur le plateau, mon équipe, qui est maintenant une sorte de famille de cinéma, parce qu'on parlait des liens d'attachement, mais elles sont aussi au plateau pour moi, parce que plus ça va, plus j'agrège des gens qui sont une partie de moi, quoi. Enfin, vraiment. Donc, quand ils arrivent sur le plateau, les acteurs, il y a des réalisateurs qui prennent 2 heures, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils prennent 2 heures avec les acteurs pour faire les mises en place, voir ce que proposent les acteurs, etc. Moi, quand les acteurs arrivent sur le plateau, je fais 0 répétition, j'aime pas du tout les répétitions, sauf cas exceptionnel quand on doit tourner des séquences complexes où on est, je sais pas moi, de nuit, sous la pluie, et qu'il y a un truc à faire très particulier, on peut répéter un peu en amont, mais en général, on répète même 2 heures avant de commencer à tourner, mais pas dans le bureau de prod un mois plus tôt, quoi. Ils arrivent sur le plateau et je leur donne déjà, je suis déjà relativement directive. C'est-à-dire que je vais déjà dire, voilà, tu vas... alors je leur donne pas trop d'indications de jeu au sens de l'émotion au départ, mais je leur donne des indications sur les déplacements. Ça peut aller jusqu'à, tu tires une bouffée de cigarette entre telle phrase et telle phrase. Hein. Ça peut être très précis, vraiment. Mais souvent, comme moi j'ai une idée de quand est-ce que je veux que la bouffée de cigarette soit tirée, je leur dis pas forcément tout de suite ça, parce que c'est presque trop rentré dans le détail. Par contre, je leur dis, voilà, en gros, tu vas de là à là, toi, ton action c'est ça, tu es en train de nettoyer la vaisselle et machin. On fait des répétournes, on appelle ça, c'est des répétitions tournées, parce que c'est parfois même dans ce qu'on pourrait appeler des répétitions, c'est-à-dire que c'est une répétition où on lance la caméra, mais on considère que c'est une répétition, donc si quelqu'un, si l'ingénieur du son met sa perche dedans, s'il y a plein de merde, personne ne se met la pression pour que ce soit parfait, mais on ne sait jamais. Peut-être, ça c'est aussi lié au numérique, hein, on se permet plus de choses que quand on tournait en pellicule. Et puis après j'affine dans tous les sens du terme, c'est-à-dire je les emmène de plus en plus vers l'idée que j'avais au départ, mais avec évidemment... et c'est génial c'est pour ça que j'adore contrôler, mais j'adore perdre le contrôle, parce que les acteurs, forcément, apportent de ce qu'ils sont, et de tout ce que je n'avais pas imaginé du personnage en l'écrivant, et c'est pour ça que je vais souvent au contre-emploi, parce que, et que je n'écris jamais pour des acteurs. C'est-à-dire que je préfère écrire pour des acteurs qui n'existent plus, par exemple j'écris pour Yves Montand, pour Denis Schneider et tout ça, parce que je suis sûre qu'ils ne feront pas le personnage, parce que, en l'occurrence, et quand ensuite je vais chercher un comédien, je vais le chercher en général quand le scénario est terminé. Ça peut m'arriver que commence à naître l'idée d'un acteur en fin d'écriture, mais j'essaye de l'éviter, parce que justement tout ce que j'ai imaginé joué par Yves Montand, quand c'est Melville Poupeau qui va l'interpréter, ça va être tellement différent que ça va apporter un supplément d'âme au personnage
formidable, quoi. Et en même temps, tu dois lutter contre eux, enfin contre le naturel peut-être, Alors, et ça- non des acteurs ça ou des dépend, actrices ouais. parfois. Donc quand c'est Valéria, là on est au top du top du contre-emploi et de la lutte. Voilà. Parce que... Et puis on a qui laisse Toisy durer Ouais. dès le premier plan. Puis on va c'est le deuxième sur la liste. Non mais en fait, donc Valéria, je lui propose l'attachement, elle est hyper enthousiaste et elle sait que ça va être quelque chose elle me dit, j'ai jamais fait un rôle comme celui-là, super, elle est super contente et tout. Elle arrive sur le plateau et elle est incapable de ne pas être ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est la personne la plus organique, l'actrice la plus... Et elle est géniale. C'est l'actrice la plus organique que j'ai rencontrée de ma vie, mais c'est du coup le cheval le plus fou aussi. Et moi, je suis là pour contrôler la bête, sauf que la bête est en résistance permanente. Donc du coup, c'est une souffrance pour elle comme pour moi, puisque en fait, en gros, Valéria n'avait qu'une envie, c'était de prendre dès le départ cet enfant dans les bras et de lui faire des câlins et tout ça. Et sauf que moi, évidemment, Sandra, c'est un personnage très en contrôle et qui ne laisse pas passer ses émotions et qui n'est même pas sûr d'en avoir d'ailleurs, enfin je pense. Donc voilà. Et pour elle, c'était un non-sens presque. C'est-à-dire qu'intellectuellement, elle pouvait comprendre. Et j'ai passé mon temps à lui dire ne fais rien, arrête, stop, non. Et c'était enfin voilà, et comme en plus c'est quelqu'un qui aime, je sais pas si elle a besoin d'en passer par la crise, enfin bon, elle a été nourrie à Chéreau et mais donc du coup c'était ça a explosé, enfin au moins une fois par jour on avait une grande explosion, mais c'était la tension était elle a mis les 15 derniers jours du tournage, il y a un truc qui s'est détendu, parce qu'on a tourné en 2 parties pour attendre l'automne, et on a fait une pause, et les 15 derniers jours ont été plus détendus. Est-ce que tu as la trouille au début? Je pense. Est-ce que c'est quoi? La trouille. La trouille. Parce que là, quand on se dit, je vais tourner avec Fanny Ardant, qui est quand même aussi une aura impressionnante, et c'est aussi une actrice personnage, un petit peu comme Valéria, sont très distinctes toutes les deux. Est-ce qu'on se dit, je peux me faire dominer par l'acteur ou l'actrice? Je crois que tu disais sur Valéria, heureusement que j'avais 5 films derrière moi. Oui, avant de... mais j'avais pas peur avec Valéria, mais je m'attendais à ce que ce soit pas simple, parce que je n'avais pas entendu parler, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Mais j'avais pas la trouille, j'étais on va dire, j'étais malheureuse parce que en fait j'étais épuisée, c'était épuisant, et qu'en fait moi je suis assez douce sur un plateau en général avec les acteurs, enfin, mais je sais être ferme aussi, donc je pense que si ça avait été mon premier film, je me serais laissée, elle aurait pris trop de place, et j'ai eu la chance sur mon premier film de travailler avec Karine Viard, qui est un bon soldat, qui m'accompagnait. D'ailleurs, a posteriori, quand je revois La tête de maman, qui est vraiment un premier film, je me dis, oh là 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 là, j'aurais jamais raconté des choses comme ça aujourd'hui. Mais c'est un film qui me touche, mais je vois toutes ses fragilités. Et j'aurais même pas dirigé Karine Viard comme ça, parce que je trouve que je suis allée trop loin dans quelque chose dans la dépression, etc. Enfin, je trouve que ça manque de nuances sur son personnage à elle. Voilà, donc j'ai probablement progressé. La seule fois où j'ai eu peur de ma vie d'une actrice, c'est d'Agnès Jaoui. Parce qu'en fait, Agnès, j'étais tellement fan de tous ses films que quand elle est arrivée sur le plateau, en fait, je me suis dit, et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de dire les choses, de ne pas avoir peur de dire les choses. En fait, le premier jour de tournage, j'avais tellement, j'ai pas peur d'être, parce qu'il y a une partie de moi qui est la fille du court-métrage que vous avez vu là, c'est-à-dire qui manquait un peu d'assurance, et elle est capable de revenir de temps en temps. Mais la psychanalyse a fait en sorte que j'arrive à voilà. Mais voilà. Mais quand j'ai fait ce premier jour de tournage sur Du vent mollet avec Agnès, en plus c'était le premier jour de tournage, c'était avec Agnès et Isabelle Carré, une scène qui était assez importante de rencontre entre les tout ça. Voilà. Et en fait, je suis allée parler à Agnès et je lui ai dit, voilà, écoute, la vérité, je la trouille. Et je lui ai dit, je vais peut-être te dire des conneries,
j'ai peut-être dans ma direction d'acteur et tout ça, dis-moi s'il y a des trucs qui te paraissent, si tu as l'impression que parfois je suis à côté de la plaque, etc. Je lui dis, je peux tout entendre. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je suis invexable. Donc je peux tout entendre et elle m'a dit, oh, ça me fait du bien que tu dis ça parce que j'ai une trouille. Voilà. Et du coup, ça nous a détendu toutes les deux, comme quoi se dire les choses quand même, c'est pas mal. Et à partir de là, ça s'est magnifiquement passé. Voilà. Mais sinon, en fait, les acteurs, en fait, je crois que je me prépare tellement. En fait, à l'origine, j'ai tellement peur d'être nulle que c'est pour ça aussi, ça vient de là, ce truc de contrôle et de préparation. Je prépare mais comme une malade. Et encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que ça doit être mon 6e film, le César, tout ça, ça n'enlève rien mais en fait, la peur, elle est complètement éteinte par le travail. Donc voilà. Donc en gros, plus tu bosses, plus tu te sens à l'aise. Voilà. Et du coup, quand j'arrive sur le plateau, je sais tellement ce que je veux. Voilà. Après, je peux être parfois désarçonnée, déroutée, mais dans ce cas-là, j'ai pas peur de prendre le temps. C'est-à-dire que si je vais pas répondre à côté, je vais pas essayer de trouver une réponse à tout prix à un truc. Si un acteur me pose une colle, ce qui peut arriver, un acteur ou un technicien, enfin n'importe qui. Je vais dire, attends, 2 minutes, laisse-moi réfléchir, j'ai pas la réponse. Voilà, c'est juste que parfois j'ai besoin d'avoir ce temps de réflexion, et parfois je suis même capable de dire, écoute, je sais pas bien, on va chercher un truc, voilà. Mais souvent, en fait, j'ai quand même une réponse. C'est aussi lié au fait que moi je regardais un peu les périodes en fait auxquelles tu avais fait ces films. Entre les cours, il n'y a eu qu'un an de différence, et puis après, quand on est passé au long métrage, tu vois, La tête de maman, c'était 2007, tu vois, ton Maïmonette 2012. Donc, le temps effectivement de préparer, et le temps se rétrécit, en fait, maintenant. C'est le temps de rater des projets aussi. Hein. Il y a des projets qui se font pas, du coup. Ouais, il y a eu d'autres crêpes, en fait. Un peu ratés, qui étaient entre mes deux premiers, mon deuxième long, et le deuxième et le troisième aussi, il y a eu des tentatives d'écriture avortées, voilà, des films qui ne sont jamais rentrés en prépa, même des choses où j'ai tenté des écritures, et puis finalement j'ai abandonné. C'est courageux aussi, hein, de se dire qu'à un moment donné, si ça ne marche pas, voilà, je pense qu'il y a des gens qui s'accrochent à des projets, et puis voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est du courage, mais c'est de la lassitude, je crois surtout. Okay. Ouais, c'est qu'à un moment, en fait, maintenant, depuis Au témoin d'un doute, j'ai fait tous les projets que j'avais initiés. Donc je pense que je me connais mieux aussi. Et, ouais. Non, et puis j'ai moins peur parce que quand j'ai commencé, une fois que j'ai fait mon premier long, je me dis il faut absolument que je fasse un deuxième, et puis on sait très bien que le deuxième, si on rate le deuxième, après c'est foutu. Donc voilà, aujourd'hui et puis j'ai pas de plan de carrière, je me dis pas il faut que j'ai fait 10, 15 films dans ma vie, je m'en fous, enfin voilà, je suis beaucoup plus dans l'instant présent aussi, moins dans mes projections. Parfois, en tout cas, quand pas mal de gens se la posent, c'est la question de la légitimité. En gros, malgré le fait qu'on travaille, qu'on fait des films, qu'on fait jouer des acteurs, actrices confirmés, à quel moment toi tu t'es sentie à l'aise avec le fait que tu étais réalisatrice, et à quel moment tu as senti que tu pouvais l'affirmer aux autres? Je dirais que j'ai eu la sensation de réussir vraiment quelque chose avec Les Jeunes Amants. C'est tard hein, quand même quand on y pense, mais j'adore ce film. Enfin voilà, je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que j'ai eu l'impression de réussir un truc. Aujourd'hui, si je revois les films d'avant, j'ai pas revu, je revois pas mes films, donc, mais j'étais heureuse à la fin des Jeunes Amants. Aussi parce que ça avait été, peut-être alors c'est lié, je l'ai tourné, c'était novembre Covid, donc ça joue, c'était aussi tout d'un coup cette chance de dire en fait la vie reprend, on va faire un film et tout ça, je sais pas, il y avait une émotion autour de ce tournage un peu particulière, et puis je crois que c'est une histoire d'âge, et en fait j'étais déjà maman, c'est-à-dire que peut-être que ça avait déplacé le curseur, et que du coup il y a quelque chose qui s'est je sais pas, enfin bon, tout ça est mélangé. Mais là c'est pas que
je préférais pas me poser la question de la légitimité avant, parce que si je me l'étais posée, je pense que j'aurais tout arrêté. Donc je me suis jamais sentie ni totalement légitime, ni illégitime. Disons que là, par exemple, quand je me suis retrouvée sur les César, à récupérer mon César, il y avait une partie de moi qui disait, qui pensait à cette fille que j'avais été adolescente, qui jamais, on m'aurait dit que ça serait arrivé un jour dans ma vie, mais j'aurais dit mais n'importe quoi, c'est impossible, c'est-à-dire que c'était tellement pas dans mes plans, quoi. Et voilà, donc bon, je prends les choses quand elles arrivent, mais encore une fois, et c'est pas du chiquet, c'est-à-dire quand je parlais de mon équipe, du travail d'équipe, etc. sur scène, c'est que vraiment, et quand aujourd'hui j'ai ce César qui est dans l'entrée de la maison et ça, moi à chaque fois que je passe devant, j'ai l'impression de voir mon équipe dedans, quoi. Donc j'ai tellement une sensation, j'ai tellement l'impression qu'à chaque fois, et on se le dit avec le cœur de mon équipe, mes producteurs, en gros, hein, pour résumer, mon producteur, directrice de production, chef op maintenant, parce que c'est notre 3e film ensemble, premier assistant, enfin voilà, il y a compositeur aussi, alors je vais être infidèle pour le prochain, mais il y a on a l'impression de faire notre film. C'est-à-dire que c'est ok, j'ai mon nom au de l'affiche, mais on a vraiment une sensation, ok, j'initie les choses et tout ça, mais et tout le monde est à 2000% comme si c'était son film. Enfin. Ouais, tout à l'heure, tu as dit une partie de moi. Oui, ouais. Je viens juste rebondir, moi je parlais des liens tout à l'heure, peut-être la place des non-dits, en fait, aussi dans ta mise en scène, parce que c'est quand même très très présent. Et justement, comme tu disais, tu écris beaucoup. On va reprendre un chocolat chaud peut-être. Non, elle retourne à la maison. Salut. C'était sympa. C'est bon, on a parlé de tout. Non, la question du... C'est marrant, je parle du non-dit. Ciao. Elle n'est pas dans le non-dit en général. Non, mais peut-être juste savoir un petit peu comment tu écris, en fait, ou tu penses la question du non-dit, la question de ces histoires qui ne se font pas. Il y a plein d'exemples dans tes films, mais c'est un vrai sujet en termes de cinéma d'écrire là-dessus. Mais alors moi j'ai l'impression que les gens se disent tellement de choses. Donc le non-dit, ce serait plutôt le non-verbal, ce qui n'est pas verbal. Donc c'est ce qui est dit à travers les regards, à travers les vitres, à travers les... un geste voilà. Oui, bah ça me paraît la base du cinéma. Mais c'est-à-dire que c'est à la différence par exemple du roman, j'ai l'impression que la caméra elle est là pour ça, elle est pour montrer tout ce que le texte ne dit pas, enfin tout ce que le dialogue ne dit pas. Donc c'est comment un regard fait mentir une parole justement. Et ça, moi j'ai découvert au fur et à mesure que je faisais des films l'art du montage aussi, et comment tout d'un coup on choisit pour passer d'un plan à l'autre. Ça se joue, c'est quand même sur 24 images par seconde, ça se joue à une image parfois. C'est-à-dire c'est un battement de cils. C'est qu'est-ce qui fait que ce battement de cils, ou ce début de sourire, cette esquisse, ce début de regard, va complètement changer l'intention d'un personnage vis-à-vis de l'autre. Enfin, alors ça, c'est dément, quoi. Et donc ça, c'est la place de la caméra, c'est comment... mais c'est vrai que j'ai de ce point de vue-là un attrait aussi pour le corps, c'est-à-dire je filme beaucoup les mains parce que j'ai l'impression qu'elles disent beaucoup de choses. C'est comment... Enfin, c'est jamais un hasard, la manière dont les personnages... Quand je dis que je contrôle tout, c'est que quand un personnage va s'asseoir à une table, je vais choisir la forme de la table, la taille de la chaise, quelque chose. C'est comme Barbara avec la chanteuse avec son piano et son tabouret qui était obsessionnel, mais c'est comment la manière dont on positionne son corps. Voilà, enfin on le sait, il faut pas avoir lu des bouquins sur la gestuelle pour ça, mais... Et en même temps, tu tires énormément du hors-champ. Là, le décor dans l'enclenchement le permettait aussi, avec tous ces jeux de portes, etc. Mais il y a ce qu'on ne dit pas, il y a ce qu'on ne montre pas, et là où on ne regarde pas, par exemple, quand on annonce à César, à l'acteur qui joue Elliot, que sa maman est morte, tu
choisi de filmer le visage de Sandra? Il y a Alors, ça, là, il y a un motif. Là, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je me suis dit, mais je suis incapable, alors on parle de pudeur, mais je suis incapable de filmer un enfant à qui, enfin, au moment où il apprend que sa mère est morte. C'est-à-dire que je le filme juste avant, quand il commence à comprendre qu'il y a un drame. On est avec lui et il y a quelque chose qui chevrotte dans sa voix, il change sa voix, c'est-à-dire qu'il parle, il chuchotait, et puis tout d'un coup, il dit bon, on y va, ou un truc comme ça, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais en gros, ce qui signifie on part d'ici parce que comme s'il pressentait qu'il ne fallait pas qu'il entende le reste ou pas qu'il comprenne le reste. Et ensuite, je me sentais pas, je ne pouvais pas ni filmer cet homme en larmes, ni filmer cet enfant quand il comprend ça. En fait, je pense que j'en ai pas je saurais pas, je sais pas, je crois que je saurais pas le faire. Et puis, c'était aussi une manière d'impliquer Sandra définitivement dans cette histoire. À partir du moment où elle est témoin de ça, donc, elle est foutue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, pour moi, c'était une évidence que j'étais sûre. Et on ne l'a même pas tourné. Hein. C'est un choix de tournage, c'est pas un choix de montage. J'ai pas les rushs de ce moment-là sur l'enfant. Et comment est-ce que César Botti, donc le jeune acteur qui devait avoir 5 ans et demi, 6 ans à l'époque, a compris ça, a commencé à travailler avec? Parce qu'en effet, tu parles de mort avec un enfant. Comment est-ce que tu as travaillé avec lui? Alors, une fois qu'on l'a eu trouvé, évidemment, je lui ai raconté, il ne savait pas lire. Je lui ai raconté l'histoire de A à Z. Moi, je pars du principe qu'on peut tout dire aux enfants avec des mots bien sentis. Hein. Voilà. Et puis surtout, je crois que les enfants, il faut leur laisser vous poser les questions qu'ils ont envie de vous poser. Quel que soit le sujet, les choses qu'ils ne veulent pas savoir ou pas entendre, les enfants, ils ne posent pas les questions. Ou alors parfois je lui dis est-ce que tu veux vraiment savoir, il me dit non, et puis voilà. Donc et sur la mort, donc il a, je sais pas, je vais pas vous refaire comment je lui ai raconté, mais en gros la maman meurt au moment où elle met au monde la petite sœur et tout ça, mais évidemment très vite je lui dis c'est des choses qui arrivent très rarement, ça peut arriver mais ça arrive très rarement parce que l'idée c'est pas d'angoisser un enfant et qu'il repart du tournage avec mais il n'empêche. Alors on était très attentifs à lui de toute façon moi je suis très attentive aux enfants parce que j'en fais tourner beaucoup et en même temps j'ai un peu honte parce que je considère que déjà par exemple je déteste l'idée de dire un enfant acteur. Pour moi un enfant n'est pas un acteur, un enfant est un enfant et il vit cette expérience là du tournage et la première chose c'est déjà je fais aussi un casting de parents, c'est-à-dire que quand je sens que des parents sont trop pushy et qu'ils ont envie plus que l'enfant voilà, alors là c'est niette, c'est même pas en rêve et avant même que le tournage commence, là pareil, dans le prochain film, j'ai une petite fille de 7 ans. Et j'ai tout de suite dit à la mère, une des premières choses que j'ai dit à la mère, j'ai dit, on va vivre cette expérience avec elle, elle va vivre cette expérience avec nous plutôt. Vous ferez ce que vous voulez, c'est vous les parents, mais ne faites pas de cette petite fille, si le film est réussi, parce qu'elle est douée, et qu'on va réussir probablement, j'espère, à faire quelque chose de chouette ensemble, elle va être sollicitée. Je vous en supplie, remettez-la dans sa vie d'enfant. Si elle a envie de prendre des cours de théâtre, elle peut prendre des cours de théâtre dans son village et tout ça. Mais voilà, parce que j'ai très très peur de faire de ces enfants et puis en plus ces enfants très vite ils vont être pris pour un film. Il y a quelque chose qui va très bien se passer. Ils vont avoir d'autres expériences qui vont être parfois moins bonnes ou ils vont être refusés après sur plein d'autres choses. Donc du coup ça va être, je trouve ça terrible. Donc je suis très attentive à ça. Donc il était très bien entouré sur le plateau, il avait une coach, il avait pas qu'une coach, parce on a tourné à Rennes, on a déménagé toute sa famille, il était d'Annecy, sa mère est venue s'installer à Rennes avec lui, on a recréé un appartement pour lui, donc tout ça fait partie de la mise en scène en fait, c'est pas rien de prendre soin d'un enfant sur un plateau. Et donc j'abordais frontalement tout avec lui. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, parce que ça parlait tellement de ça, il pose quand même la question à Valéria de est-ce que je pourrais la voir, voilà, enfin bref, qu'au bout d'un moment, en fait, ça a commencé à l'atteindre, le petit garçon. Et
il a commencé à avoir des espèces d'angoisse en disant mais quand on a la grippe, est-ce qu'on peut mourir? Enfin voilà, il posait beaucoup de questions autour de ça. Et donc à un moment, c'est la coach qui m'en a parlé en disant là je sens quand même que ça le travaille quoi. Et donc en fait je suis allée lui parler, je suis allée le voir, j'ai passé un temps avec lui, hein, ça devait être un samedi ou un truc comme ça, et j'ai parlé de la mort, mais à fond quoi, en disant oh là là, la mort, partout etc. Puis je dis bah tu vois alors là bon bah oui t'as un chat il meurt, et en essayant de dédramatiser, voilà, et en fait ça lui a fait juste beaucoup de bien, encore une fois de dire les choses et de se les entendre dire, et voilà, et je sais pas, enfin je me suis débrouillée quoi, mais comme je me débrouille avec mon enfant, enfin voilà, mais la plupart du temps il était vraiment dans la joie du jeu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi. C'était un enfant qui était très heureux d'être là tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah ouais, j'adore cette scène et tout ça. Voilà. C'était vraiment marrant. Et puis, avec une envie, il avait compris que j'étais un peu que j'étais le maître du tournage. Et donc, il voulait me plaire. Il voulait que me plaire, quoi. En gros, il voulait que je sois contente. Il voulait, comme on peut avoir envie de plaire à son père, à sa mère. Enfin, c'était marrant. Et donc, à moi de toujours lui dire oh, c'était super, allez viens, on va faire différemment, on va s'amuser, même si parfois je trouvais ça tout pourri. Mais voilà, d'essayer toujours de surtout jamais, jamais je me suis jamais énervée, je peux m'énerver contre ma propre fille, mais pas sur un enfant sur un plateau. Voilà, pour moi contre un adulte, oui, je peux, mais parce que parfois ils sont plus chiants que les enfants. Au moment où je t'avais contacté, ce qui m'avait vraiment touché dans ton discours au César, c'était le fait que tu t'adresses à ta fille directement. Et je me demandais un petit peu quel était ton rapport en fait, aux nouvelles générations. Tu sais, tu parlais vraiment avec générosité, et je te remercie déjà de tes débuts, mais justement par rapport à des jeunes qui ont envie de faire du cinéma, ou en tout cas qui voient ces films, qui les emportent en fait. Je me demande un petit peu comment toi tu as envie de les accompagner aussi d'une certaine manière. C'est précieux les conseils, c'est important de partager, mais on a aussi envie de savoir ce que tu peux... Je dirais... Comment tu les vois toi, les jeunes? Moi, je m'intéresse à tout le monde, donc j'aime les jeunes, j'aime les vieux, voilà. Enfin, quand je m'entends bien avec eux, j'aime pas tout le monde, je dirais que moi, ce que je trouve dur aujourd'hui, c'est je parlais tout à l'heure, j'en ai parlé dans mon discours, des petits écrans et tout ça. Moi, je suis vraiment en résistance. Je suis pas sur les réseaux sociaux, ma fille n'a pas le droit aux écrans, en tout cas, sauf exceptionnellement pour voir un truc, mais si on regarde un film, on va au cinéma ou on a un vidéoproche à la maison pour regarder, mais c'est un temps qui est dédié à voir quelque chose de long aussi, donc... et quelque chose de grand. Et quelque chose de plus grand que nous. et donc j'aurais tendance à dire, je vais pas faire une morale en disant arrêtez les réseaux sociaux, les machins, les trucs, je suis pas une vieille conne à ce point, mais en tout cas je dirais dans un premier temps, c'est de se nourrir de belles choses. Et de se nourrir de belles choses, ça veut dire de tous les cinémas, et d'être curieux je sais pas, il y a un site qui s'appelle la Cinétech, par exemple, et il y a à disponibilité des tas de films de tous les genres. C'est vraiment, il y a vraiment ça va du feel good movie au film expérimental, vraiment, qui sont recommandés en l'occurrence par des cinéastes. Mais je cite cet endroit parce que je pense qu'il y a un grand éclectisme. Et moi, de temps en temps, quand je vais voir un film au hasard, il n'y a pas longtemps, il y avait une rétrospective que j'avais jamais vue de Satyajit Ray, qui est un réalisateur indien, qui s'appelle La Trilogie d'Apu. C'est 3 films que j'avais jamais vus, et j'étais subjuguée, et j'étais prise, et j'étais embarquée, c'est-à-dire que je me suis pas ennuyée une seconde, et comme ça on se dit, oh là là, il y a une trilogie en noir et blanc qui se passe en Inde, voilà, c'est en fait juste de faire ce mouvement-là, d'aller voir... pour ce qui est du cinéma, toutes sortes de cinéma, mais et puis, moi, il y a du temps long, de ne pas être dans l'urgence. Moi, ça a marché pour moi, parce que j'étais pas... les choses sont arrivées alors que j'avais pas
d'urgence à faire. Et quand je me suis mis la pression, ça a pris 5 ans. C'est-à-dire que voilà, quand j'ai voulu que ça arrive à ce point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien vouloir, parce que là, évidemment, et je dirais s'il y a des gens qui sont dans des processus d'écriture, voilà, c'est surtout ne vouloir ressembler à personne d'autre qu'à soi. C'est-à-dire tout en ayant je sais pas, une conscience des autres. Il ne s'agit pas de faire d'être dans mais de ne pas vouloir faire, parce qu'aujourd'hui je vois bien dans les moi quand je vais au cinéma et que je vois des bandes annonces, en fait je comprends plus rien, ça va beaucoup trop vite pour moi. Alors je me dis mais il y a combien de plans à la seconde, je comprends, en fait vraiment je comprends plus ce qu'on me raconte. Cette espèce de course de vitesse aussi dans le montage, dans des films. Là, je suis allée voir un film qui m'a horrifiée. Peut-être que c'est pas du tout votre cas dans la salle, mais j'ai vu Marty Suprême, là, ça m'a horrifiée. J'ai eu l'impression d'être passée à la... J'étais comme dans ce film de Stanley Kubrick avec les la musique à fond tout le temps, et un montage, je comprenais rien, je savais pas ce que voulaient les personnages qui cherchaient. Enfin, j'étais... voilà, et à côté de ça, je sais pas, un des films qui m'a le plus plu, tiens, c'est aussi une trilogie, c'est la trilogie d'Oslo cette année, où tout d'un coup c'est du temps long, les histoires sont belles, on s'ennuie jamais, vraiment, ça pourrait comme ça. Donc c'est de pas chercher à être à la mode, enfin, même, et de pas penser que on sera produit ou qu'on va trouver de l'argent, un producteur, etc. parce que parce qu'on a le plot point au bon moment, parce qu'on va payer, voilà. Et moi, je crois beaucoup il y a une chose que probablement, malgré moi, hein, mais j'ai réussi, c'est de m'être toujours fidèle. C'est-à-dire, j'ai jamais... alors, à ceci près que je fais quand même partie d'un système qui fait que pour financer mes films, j'ai quand même besoin, parce que c'est des films qu'on dit du milieu, donc qui sont financés entre 4-5 millions d'euros de budget, et que j'ai toujours besoin d'avoir des têtes d'affiche pour pouvoir les financer, et que j'admire beaucoup les gens qui arrivent à faire des films un peu plus à l'arrache, on va dire, et je suis pas sûre, là par exemple je manque de temps pour mon prochain film, je me dis waouh, mais comment je vais faire, peut-être parce que j'ai été trop gâtée au départ, hein, mais donc voilà, donc je fais quand même partie d'un site, c'est-à-dire on n'est pas complètement libre de tout. C'est de réussir à faire avec ce système, mais sans complètement être perverti par lui, à vouloir trop plaire, à vouloir être dans l'air du temps. Je pense que puis l'air du temps, il varie, hein, donc voilà. Je ne sais pas si ça répond suffisamment. Merci beaucoup. Il y aura un millier d'autres questions à vous poser, mais peut-être que c'est le moment justement pour que vous les posiez. Bonsoir. Merci pour cette heure qu'on a passée avec vous. Et merci pour le clin d'œil à la jeune fille de 15 ans qui va résonner chez pas mal d'entre nous ce soir. Je voulais savoir, quand vous êtes en processus d'écriture de vos scénarios, comment vous travaillez? Est-ce que déjà vous travaillez seul ou avec quelqu'un? Et comment ça se passe? Bon, en fait, j'aime pas travailler seul, vous l'avez compris. Donc, alors, par exemple, si on prend l'attachement, parce que vous l'avez vu pour la plupart, je pense, il y a ce bouquin au départ. Il y a une scénariste qui revient systématiquement depuis Du vent dans les mollets sur mes films, qui s'appelle Raphaël Moussafir, qui était l'autrice de la BD du roman Du vent dans les mollets, et avec qui je me suis tellement bien entendue, c'est comme une sœur pour moi, enfin voilà, que j'ai toujours envie de la faire revenir sur mes films, mais Raphaël on est archi complémentaires, mais on se ressemble à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'on a plein de dénominateurs communs, mais alors nos cerveaux sont totalement différents. Moi, je suis donc très carré, je suis quelqu'un qui... encore une fois, ce truc de contrôle, mais aussi par exemple, je suis dans la construction, voilà. Elle, c'est le bordel. Donc ça fuse, elle est formidable, ça fuse dans tous les sens.
Mais alors, c'est totalement déconstruit. Elle va oublier la veille ce qu'elle m'a dit, le lendemain ce qu'elle m'a dit la veille. Là, le dernier scénario sur lequel elle a participé, je lui ai donné à lire la dernière version en lui disant tiens, peut-être tu peux relire une dernière fois, voir si tu veux rajouter encore ton grain de sel sur 2-3 dialogues. Et elle m'a réécrit complètement des scènes, mais en oubliant complètement qu'on avait tout changé avant. C'est-à-dire que ça marche plus du tout. C'est-à-dire que c'est voilà. Donc, je ne peux pas la faire intervenir trop tôt, sinon je me perds complètement. Par contre, elle est très fine sur le rapport entre les personnages, sur les contradictions des gens et tout ça. Enfin, il y a vraiment, elle est merveilleuse, hein, vraiment. Et l'attachement lui doit beaucoup. Mais donc, ce que je fais, c'est que j'ai fait un casting d'autrice, en l'occurrence. Enfin, non, d'ailleurs, je ne cherchais pas particulièrement une femme ou un homme, mais en l'occurrence, j'ai rencontré pas mal de femmes, je crois. Et pour trouver une scénariste pour le début de l'écriture, pour débroussailler, on va dire, le terrain, et donc qui s'appelle Delphine Agu. Et Delphine, que vous avez peut-être croisé ici d'ailleurs, qui a co-scénarisé l'histoire sous les mains. Voilà, ouais. Et Delphine, avec Delphine, alors le livre, je l'ai lu 2 fois, après je l'ai mis de côté. Je l'ai lu 2 fois, et puis après j'avais un PDF du bouquin, et j'ai dû surligner les quelques phrases que je trouvais vraiment bien, et tout ça, mais voilà. Après je l'ai mis de côté, et ensuite je suis dans la mémoire du livre. Et on s'est mis à réinventer une histoire, en se débarrassant pas au début par exemple totalement de cette deuxième partie sur la GPA et tout ça qu'on a gardé pendant un temps, mais de manière très différente, mais qu'on a gardé pendant un temps. Et puis quand on avait une sorte de ligne comme ça, Raphaël, j'ai mis Raphaël, donc là j'ai écrit une première version dialoguée toute seule. En général, je fais la première version dialoguée toute seule. Et là, j'ai appelé Raphaël. Et Raphaël m'a dit, ça va pas du tout. Et là, et d'ailleurs, une de ses réflexions, c'est de se dire, mais la GPA, c'est pas intéressant cette histoire. Enfin, elle a eu un bon instinct de ce point de vue-là. Et puis, voilà, elle a remis en question plein de choses. C'était un gros chantier. Et donc, on a tout recassé, tout reconstruit. Voilà. Et puis, après, très honnêtement, j'en sais rien. C'est-à-dire que ce par quoi ça passe, c'est tellement dingue, l'écriture, que j'ai aucune méthode. Mais voilà, sur le dernier, là, ça a été un peu plus vite au départ. Pareil, j'ai pris une autre ah non, attends, qu'est-ce que je raconte? Sur l'attachement, c'était Agnès Pelon. Delphine Agu, c'est celui que je vais faire. Et là, Raphaël est intervenu, mais alors là, la différence, c'est que Raphaël, quand elle a lu ma première version, elle m'a dit, c'est magnifique, j'ai pleuré tout le temps, etc. Voilà, je lui ai dit, ben merde, j'attends de toi que tu remettes les choses en question, pas que tu adhères, quoi. Et puis je lui ai dit, vas-y, mais t'es sûr que ça, c'est bien, machin? Elle a dit, ah ouais, ça, pas du tout. Bah. Et c'est moi-même qui... Parce qu'en fait, on aime bien. C'est ça toujours le risque, c'est qu'on aime bien qu'on nous dise c'est formidable. Et en plus, il y a un truc qui est dangereux, c'est quand on donne un scénario dialogué à lire, on n'est pas mauvaise en dialogue. Et du coup, en fait, les gens peuvent facilement être émus, séduits. Les gens peuvent me dire après 2 versions, ah, j'ai pleuré, machin et tout ça. Il faut faire gaffe. Parce que si on a trop envie d'entendre que c'est formidable, on peut l'entendre. Et là, on va au casse-pipe. Parce qu'on envoie une version qui n'est pas top aux acteurs. Donc les acteurs vont nous dire non, mais ils ne vont pas trop savoir pourquoi. Ou alors les financiers vont nous dire non, mais ils vont nous dire des mauvaises raisons, etc. Et c'est là où j'ai une collaboration géniale avec mes producteurs. C'est qu'ils ne me lâchent pas et qu'ils sont très présents à l'écriture à chaque étape. Très critiques et qui sont bons en plus, et qui savent entendre, ils peuvent être très séduits par une version, mais dès qu'ils entendent un tout petit peu une critique de la part d'un financier, d'un agent, j'en sais rien, enfin voilà, ou de leur femme, à qui ils vont donner à lire le scénario, ils vont m'en parler. Au début, je vais dire, ouais, enfin bon, ça va, c'est ta femme, quoi. et puis petit à petit, en fait, au début, je dis toujours non. Pour l'écriture, je veux dire. Et après, au bout d'un moment, en fait, ça parce qu'il y a un truc de résistance quand même. Et puis en fait, après, je dors plus. Et je me dis, putain, ils ont fait chier, il faut retourner ta question et tout ça. Voilà. Donc, parfois dans la panique, parce que là, c'est typiquement sur le dernier,
j'avais déjà mes acteurs, enfin mon acteur principal, on va dire, même les 2 acteurs principaux, les 2 premiers qui avaient dit oui pour le prochain, donc avec des dates de tournage et tout ça. Faut dire que j'ai choisi un acteur qui lit pas les scénarios, donc ça aide. Et donc, enfin, il lit pas tout de suite, en tout cas, il fait confiance. Et donc, voilà. Et quand il y a, au mois de début décembre, on m'a dit, en fait, je crois mes producteurs m'ont dit, je crois qu'il y a un énorme problème. Et en réfléchissant, en faisant intervenir aussi un consultant, on s'est dit, putain, il y a un personnage de trop. Et il y a un personnage de trop qui est le mari d'un des personnages principaux. Donc ça veut dire que si on l'enlève au début, il y avait un problème sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il fallait tout reconstruire autour d'une femme qui tout d'un coup n'était plus mariée, était célibataire, ça changeait tout à son rapport aux autres. Enfin, et moi j'ai eu un moment de panique en disant jamais, et puis je leur dis mais jamais j'étais autant dans la panique, dans l'écriture et tout ça. Ce qui n'est pas vrai, en fait, je suis tout le temps dans la panique. Et voilà. Et en fait, voilà, j'ai pas dormi. J'ai travaillé comme une dingue avec d'autres. Hein, et trouver les bonnes personnes qui sont disponibles à ce moment-là pour nous filer un coup de main aussi, pour nous aider à retrouver de l'air. Et puis finalement, je suis hyper contente. Et à chaque fois, je remercie mes producteurs en me disant putain, mais vous êtes trop chiants, mais je vous adore. Quoi. Voilà. On va prendre une autre question. L'autre micro. Je peux pas me déplacer très loin. Ah non, oui, c'est pas grave. Bonsoir, merci beaucoup en tout cas pour ce soir. J'avais une question, vous avez parlé tout à l'heure du système par rapport aux acteurs, vous étiez obligé de prendre des acteurs, je crois qu'on dit un peu de la liste A, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez quand même une mainmise sur, non pas les acteurs principaux et secondaires, mais au moins les acteurs encore, est-ce que vous avez quand même... Non mais même sur les principaux, on m'a jamais imposé personne. Et Valéria n'était pas le choix de mes producteurs, par exemple. Il n'y avait pas là dans la salle et tout ça, donc voilà. Mais parce que Valéria n'est pas sur la liste A en fait. Valéria et alors Pio plus, mais après en plus c'est une addition. Sur Du vent dans mes mollets, Agnès Jaoui toute seule, elle finançait pas mon film. Agnès Jaoui plus Claude Hallyday plus Isabelle Carré, tout d'un coup, il y avait quelque chose voilà, de plus attrayant, on va dire, pour ce système hein, qui est merdique. Hein, voilà. Et donc, ils avaient une autre actrice en tête que j'aime bien au demeurant, mais qui collait tellement au personnage pour moi. C'est-à-dire qu'elle aurait été tellement... qui est déjà une femme qui est très en... Enfin, je ne sais pas si elle est très en contrôle dans la vie, mais enfin, qui aurait été parfaite. Elle aurait été tellement parfaite pour le rôle que je leur ai dit, mais elle va faire exactement ce qui est écrit, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et donc, là, pour le coup, j'ai résisté. Je leur ai dit, non, il faut aller chercher Valéria, machin, etc. Et là où ils sont quand même... Je sais pas comment dire, c'est que Valéria... Enfin, je leur ai reproposé, je leur aurais dit, ma meilleure amie était à la Comédie Française... j'aurais dit il faut absolument que Elsa Le Poivre, que Elsa fasse le film dans le premier rôle. Il m'aurait dit non mais on te suit pas, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'aurais pas financé le film. Donc Valéria additionné, voilà. Mais donc je suis toujours allée chercher mes acteurs avec plaisir, avec désir, voilà. Je pourrais pas faire un film avec un acteur et ça ils savent l'entendre. Voilà. Mais j'ai déjà été tentée d'aller sur la liste C, on va dire. Quelle horreur. Et ils m'ont retenu parfois en me disant attends, on tente encore et tout d'un coup un acteur auquel on n'avait pas pensé parce qu'on pensait qu'il n'était pas disponible ou quoi va s'être libéré et encore une fois je leur dis merci de d'avoir pas lâché. Voilà. Mais ce système est... Et alors souvent ces acteurs de la liste A pour beaucoup sont très bons, hein. C'est pas pour rien s'ils sont sur la liste A et tout ça. Et c'est vrai que pour certains on a ras-le-bol de les voir tout le temps. Et puis, mais le problème c'est la presse, c'est-à-dire qu'en gros c'est qui va faire C'est à vous, qui va faire le 20h, hein. C'est de là que ça part. C'est-à-dire que c'est comment on va faire exister le film. Voilà. Alors parfois on va nous dire non mais attends le film sur le comté là, comment ça s'appelle sur le fromage voilà 20 dieux il n'y a pas d'acteur connu etc mais sauf qu'en fait c'est l'exception qui confirme la règle, il n'y en a pas tant que ça et du coup c'est génial quand ça arrive parce qu'on se dit ouais vous voyez c'est pas la peine d'avoir les têtes d'affiche ça mais en fait malheureusement il y a quand même
Voilà. Et après, bon, je vais pas reparler du système maintenant là tout de suite. Votre question. Merci. Tout à l'heure, tu parlais de ton talent de dialoguiste. Moi, je me souviens, dans Vivant dans les mollets, c'est quoi être juif? Tu peux pas comprendre. Non, c'est quoi Auschwitz? Tu ne peux pas comprendre, c'est réservé aux juifs. Ouais. Donc, merci, c'était hyper drôle. Et tout à l'heure, tu disais ton rapport aux enfants stars. Et en pensant au film, je me suis demandé que sont devenus les deux jeunes acteurs, justement. Sur Du vent dans mes mollets. Voilà, c'est ça. Alors, ben voilà, typiquement, je me suis fait avoir par un des duos de parents. Parce que quand j'ai fait le casting du vent dans mes mollets, j'étais déjà très attentive à tout ça. Et les parents de la petite fille qui joue Rachel dans le film, donc la blonde, ont été totalement raccord avec ce qu'ils m'avaient montré d'eux-mêmes au casting, c'est-à-dire des gens très sensés, les pieds sur terre. Leur fille est médecin maintenant. Hein. Elle a rien fait d'autre. Je crois qu'après, quelques années plus tard, elle a refait un téléfilm pour le plaisir, comme ça, mais bon, en même temps, et la gamine était d'une maturité incroyable aussi, voilà. Et les autres, en fait, c'était eux-mêmes, les parents étaient des musiciens qui ramaient un peu. Enfin, je me suis rendu compte, au début, vraiment, ils m'avaient montré le meilleur d'eux-mêmes, en disant mais non, mais bien sûr, nous, notre fille, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire, et ça, voilà. Et j'ai senti tout de suite que c'était une petite fille un peu plus fragile d'un point de vue affectif. Et donc, je les ai... Mais j'ai passé des heures à leur parler en leur disant surtout faites gaffe, elle est quand même fragile. Et donc, voilà, je me disais il faut vraiment qu'elle retourne à sa vie d'enfant. C'était vraiment le discours que je disais tout à l'heure. Et ils m'ont pas écouté et ils l'ont mise. Ils ont même fait en sorte, parce que moi je garde des liens avec ces enfants, et ils ont fait en sorte que les liens soient coupés parce qu'ils ne voulaient pas que j'ai d'influence sur elle. Parce qu'il la mettait sur tous les castings et elle a fait Papa, Maman 1 et 2, machin, etc. Et aujourd'hui, elle fait pas de carrière. Enfin voilà, elle a un agent, elle doit avoir dans les 22, 25 ans, je sais pas quel âge, mais et je pense qu'elle a déchanté. Voilà, elle a chanté, elle a déchanté. Et donc je trouve ça triste, mais à la fois il y a un moment ça m'échappe. C'est-à-dire que je peux pas, encore une fois, j'adore contrôler, mais je peux pas tout contrôler quand même. Et puis c'est sa vie, et puis peut-être qu'elle rebondira et que dans 10 ans, tout d'un coup, elle va exploser dans un rôle, j'en sais rien. Mais voilà. Une autre question? Oui. Ça va surgir d'un coup en même temps. Bonjour. Bonjour aussi à tous les deux. En fait, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. Déjà, merci pour le premier métrage qu'on a vu, parce qu'on a vraiment l'impression de vous rencontrer. Et je pense que si on ne vous avait pas vu physiquement et qu'on avait vu ce premier court-métrage, on aurait eu affaire à la personne qu'on voit ici. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Il n'y a pas vraiment de chute, donc j'essaie de clarifier mes idées. Je voulais savoir, en fait, je ne sais pas si vous avez conscience ou pas, mais tous les acteurs que vous prenez, je pense aussi à Cécile de France, etc., ils ont un jeu assez réaliste. Et je voulais savoir si c'était un parti pris, en fait, du coup, de ne pas tomber justement dans tout ce qui est un petit peu pathos par rapport au sujet que vous abordez. Parce que pas tout le monde non plus peut interpréter ça de cette manière-là. Et je voulais savoir si c'était vraiment fait avec l'instinct, si c'est un coup de cœur, comment vous fonctionnez un petit peu pour que tous les acteurs soient un peu homogènes. On parlait de tous les rôles et de l'affection que j'ai pour chacun des rôles. Et c'est juste que, en fait, chaque scène, quand elle est écrite, si moi, ma monteuse, elle a une expression que j'aime bien. C'est quand on montre le film, par exemple, en projection du travail. Elle me dit parfois, on dit on, parce que c'est notre film, encore une fois, on a encore un peu honte de ça, ou encore un peu honte de ça. Et en fait, quand j'écris mon scénario, parfois, même encore aujourd'hui, là, ça me travaille sur le prochain que je viens de faire. Il y a un truc, quand je dis faire honte, voilà, mais c'est qu'il y a quelque chose qui me tracasse, qui me gêne, parce qu'il y a un truc qui me paraît pas totalement juste, ou un peu facile, ou un peu, ou un truc qui m'arrange mais voilà. Et donc, tant que ça gratte un peu, c'est que ça va pas. Et je peux pas diriger mon comédien sur un truc auquel je ne crois pas à 2000%. Alors ça peut m'arriver de me tromper et de ne pas être dans le juste, hein, mais auquel cas, mais en général on se le prend dans la gueule, c'est-à-dire les comédiens quand ils sentent pas quelque chose,
ils sont pas à l'aise, il y a un truc qui marche. Voilà, donc c'est aussi un travail avec eux. Ils ont une forme d'intelligence, en tout cas de l'intelligence du jeu. Donc cette harmonie peut-être dont vous parlez, elle est liée à tous ces détails, aux détails de chaque scène, de chaque sentiment, de ce qui traverse. Voilà. Après, je peux pas diriger de la même manière Cécile de France et par exemple dans Jeunes Amants, il y a Florence Loirecaille qui est un espèce enfin voilà, je peux faire mieux que ça. Voilà, si Florence commence à lui dire, à lui donner trop d'indications trop vite, à dire oh là 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 là, ça va pas être possible, je comprends rien. Enfin voilà, donc je vais m'adapter et puis. Mais en fait, c'est génial parce que, par exemple, on parlait de Fanny Ardant. Moi, Fanny Ardant, quand je suis allée la chercher, j'étais pas fan de Fanny Ardant. Enfin, je suis jamais fan des acteurs au sens... Enfin, il y en a très peu. Enfin, là, sur le prochain, j'avoue, je suis peu heureuse, mais je veux dire... je vais rarement chercher un acteur en me disant « là, je rêve de le faire tourner depuis... » autant quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'âge de viser des autres, ils me faisaient tous fantasmer, autant aujourd'hui, peut-être à trop les côtoyer, pour moi, fantasmer. De la grande Fanny, une petite mais Fanny, en fait, quand je suis allée la chercher, je suis allée la chercher sans être sûre que j'allais la prendre. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, je vais la rencontrer. Donc d'abord, au début, je voulais pas qu'elle lise le scénario, je voulais une rencontre. Et puis son agent m'a dit, ah non, Fanny, elle veut lire avant. Et donc, j'ai dit, ok, bon, alors qu'elle lise. Et elle a lu, elle est arrivée, elle a dit beaucoup de conneries ces derniers temps, mais je garde une grande affection pour elle, même si je trouve qu'elle a dépassé les bornes, mais c'est pour ça que j'en parle toujours avec beaucoup d'affection, parce qu'en fait, je pense que c'est une des actrices les plus généreuses que j'ai rencontrées, et puis une des femmes les plus... qui est tellement pas à l'image de ce qu'elle dit, que c'est pour ça que parfois, c'est important de dire, il faut se méfier de l'image que les gens renvoient, ou de la connerie de surface, parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui est capable qui a autant d'attention pour quelqu'un qui est supposé être grand dans la société que pour un tout petit, quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et dans le jeu, d'une finesse incroyable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce moment où... donc quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, ouais, Fanny Ardant, tout ça, ça me faisait un peu chier, quoi. Donc, et puis moi, je voulais filmer une femme dans sa vieillesse. Je voulais qu'elle ait des rides, voilà. Et donc, je lui ai dit d'emblée, dire les choses sans avoir peur, parce que je me suis dit, si je lui dis pas tout de suite à la première rencontre, c'est foutu. Comment je vais lui dire après avec des grands mots, Fanny, j'avais oublié de vous dire, mais je voudrais filmer toutes vos rides et tout ça. Donc, je lui ai dit, voilà, d'emblée, et en fait, elle l'a très bien pris. Et elle m'a dit, moi, la vieillesse me fait pas peur, et la mort, je m'emmerde. Enfin, moi, la Fanny Ardant. Et je l'attends, enfin, je sais pas. Mais voilà. Et sur le plateau, il y a eu ces 10 premiers jours où on s'est cherché, on se renifle, quoi, forcément, avec ça. Et puis à un moment, effectivement, ce moment d'abandon, où tout d'un coup, non seulement je pouvais tout lui demander, mais alors, c'était d'une précision. Je pouvais lui donner 10 intentions différentes. C'est-à-dire que dès la première prise, c'était juste, ce qui n'est pas toujours le cas. Tu as des acteurs qui sont complètement à côté à la première prise et tu fais oh oh oh, ah bah putain, il n'a vraiment rien compris, quoi. Alors, bon, tu te dis ok, c'est pas grave, hein, voilà. Tu vas au travail et donc là, voilà, avec Fanny, c'était d'emblée, je me disais oh putain, c'est génial, maintenant on va s'amuser, quoi. Et donc après, on rentre vraiment dans enfin, j'ai une scène notamment, si vous voyez ou revoyez le film, il y a un plan que je pouvais revoir en boucle au montage. C'est un plan où elle est dans les vestiaires d'une piscine avec des femmes qui sortent de l'aquagym et qui bavardent, etc. Et puis il y a un plan sur elle où on voit qu'elle pense à l'homme qu'elle aime, à plein de choses, à sa vie qui est comme si... Voilà. Et donc ce plan, on l'a tourné où j'étais juste à côté de la caméra, tout près d'elle, et je lui parlais. Je disais, bah voilà... voilà, il y a Pierre, il n'est pas loin, je sais plus ce que je racontais, n'importe quoi, et vous pensez à ça, est-ce qu'il vous est arrivé de lui raconter des conneries, des trucs, et des anecdotes, je sais pas.
Et sur son visage, ça n'arrêtait pas, quoi. Je pouvais plus m'empêcher, je veux dire, j'aurais pu tourner pendant 2 heures, parce qu'à un moment, on me dit, bon, carrément. Mais voilà, donc ça peut être ça. En fait, voilà, je pourrais vous raconter 1 milliard de choses sur les acteurs, c'est quand même... Sur l'attachement, la difficulté, c'est que non seulement il y avait César, qui était génial, mais qui demandait beaucoup d'attention quand même, d'énergie, et puis qui pouvait être vraiment... Parfois, je le dirigeais comme ça m'arrivait de faire des scènes où je lui faisais juste répéter après moi, pour qu'il soit... je sais pas, ma mère, elle dit tout le temps dépêche-toi. Ma mère, elle dit tout le temps dépêche-toi. Ma mère, elle dit tout le temps dépêche-toi. Et je lui dis allez, répète après moi. Et donc il répétait. Et puis à un moment, ça le fait marrer de répéter. Donc il y a un truc qui lâche. Enfin voilà. Donc et puis j'ai une conscience du montage. Donc je sais ce dont je vais avoir besoin. Et puis des moments où ça sort d'une traite. Ces acteurs sur l'attachement, ils sont tous très intenses. Donc c'est ça qui était un peu épuisant. Pio, il fallait pousser. Pio, il est très généreux, il adore la comédie, il a une logorée incroyable. C'est un mec en or en plus, vraiment. Mais on s'est engueulé une fois, je l'ai engueulé une fois sur le plateau avec Vimala, je les ai engueulés tous les deux parce qu'ils ne savaient pas leur texte. Et en fait, ça m'a gonflé parce que je me suis dit putain, mais c'est la base, quoi. Enfin, donc ça a été, il y a eu une crise comme ça, et puis après c'était terminé. Mais au moins ils ont compris. Et après, c'était d'essayer de le... Il y avait notamment cette scène où il arrive dévasté, où elle ouvre la porte et on le découvre dévasté. Et il se trouve qu'on avait tourné une scène où il devait pleurer au 3e jour de tournage, et c'était une catastrophe. Elle est coupée au montage d'ailleurs, ce qui n'est pas grave parce qu'elle ne méritait pas d'être dans le film probablement. Mais il faisait semblant de pleurer, quoi. Enfin, vraiment. Et je me disais, putain, c'est terrible. Parce que moi, je ne connais pas l'acteur avant de commencer. Donc, j'arrive, je me dis, bon, bah, ça va, parce que Marmaille, j'imagine qu'il a une palette comme ça et tout ça. Ben, en fait, non, ça marchait pas. Enfin, et puis, il était tout seul, il jouait pas avec l'enfant. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Et donc, du coup, c'était d'ailleurs, je vous raconte vraiment l'anecdote jusqu'au bout, le jour de cette engueulade sur le texte, il était super furieux, quoi, que je l'engueule, en plus devant les autres et tout. Et puis c'est tellement pas moi que quand ça sort, c'est pas que ça sort fort, mais c'est juste que ça sort, et donc ils n'ont pas l'habitude non plus de se faire gronder, quoi. Et donc il était furieux de ça. Il se trouve que le soir, il y avait un petit pot qui était organisé, et je suis allée boire des coups avec lui, et puis on a beaucoup parlé, et puis à un moment je lui ai dit ce qui nous attend là, la semaine prochaine, parce qu'on devait tourner la suite la semaine prochaine, la semaine d'après. Je lui ai dit, si on rate ça, c'est foutu. Et je lui ai dit, je sais pas je sais pas quelle méthode tu dois utiliser, mais il va falloir que tu trouves quelque chose pour quand on ouvre cette porte, voilà. Moi, je vais pouvoir t'aider un peu sur le plateau, mais ça va venir de toi. Et donc il m'écoutait, et donc je lui ai dit, je pense que peut-être si je peux t'aider, peut-être qu'il faut que ça passe, parce que moi, on a tous vécu des moments qui nous ont été effondrés, et le souvenir que j'avais moi de mes propres effondrements, c'était la fatigue physique, le corps qui lâche, enfin, quelque chose qui abandonne parce qu'on n'en peut plus, et tout d'un coup... Et je lui ai dit, peut-être, mais je dis comme ça, j'avais pas prémédité ça, peut-être que la veille du tournage, il faut que tu dormes pas. Ou tu mettes ton réveil toutes les heures, c'est horrible de mettre son réveil toutes les heures. Et en fait, il l'a fait. Il m'a pris au mot, et il est arrivé le matin, bon, il n'avait pas mis toutes les heures, mais toutes les 3 heures peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il l'a fait. Il est arrivé le matin, il était dévasté de fatigue et très concentré, je dois dire. Et on a fait 2 prises, quoi, et encore, même si on a fait 2. Malheureusement, il y a un autre réveil qui va s'en venir. La séance, on est obligé de rentrer ça. On vous remercie vraiment, Karine. Merci beaucoup. Je précise que le festival Conraco continue tout de suite. Il y a 2 séances de